pas par la colère et l'exaspération que l'on trouvera la solution, c'est par la mobilisation et par la capacité de dialogue que nous aurons avec les responsables politiques qui conduira chacun, chaque mouvement, chaque parti politique à mettre au cœur de ses préoccupations les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. S'il vous plaît, juste un peu dans le fond, si on peut faire moins de bruit, merci. Yasmina. Oui. Monsieur de Villepin, bonjour. Je me présente, Yasmina Benani, adjointe au maire à la ville de Garges. Donc moi, je vais un peu plus revenir sur les élections régionales. Donc moi, j'ai fait campagne durant les élections régionales. Donc déjà, dans un premier temps, on a pu constater un fort taux d'abstention. Et encore plus, je pense, dans les banlieues défavorisées. Dans un second temps, moi, j'ai pu constater de la part des jeunes une espèce de dégoût de la politique. Donc la question que je vous pose, c'est comment faire pour redonner envie à ces jeunes de voter, de s'intéresser et leur redonner confiance. Voilà. Alors c'est vrai que les élections régionales, comme beaucoup d'élections récentes, nous interpellent sur la participation de chacun et la place de chacun au sein de la cité. Pour que chacun puisse se sentir concerné, il faut que chacun ait le sentiment qu'il y a des solutions à portée de main. Et il y a des solutions. Il y a des solutions pour que chacun puisse bénéficier de chances dans la République, et puis pour que ceux qui vivent dans les quartiers puissent véritablement y sentir qu'ils ont un avenir. Prenons la rénovation urbaine. 40 milliards ont été mobilisés au fil des années pour faire en sorte que cette rénovation ait lieu. Mais nous savons tous que ce n'est pas uniquement en traitant les problèmes des immeubles que nous réglerons les problèmes de la cité. Donc ça implique que nous soyons capables de donner un sens, un contenu à cette participation au sein de la cité. Donc, prendre en compte la diversité des problèmes, mais ça veut dire aussi traiter les problèmes du quotidien. Et parmi les problèmes du quotidien, il y a le développement économique. Nous avons aujourd'hui une agence de la cohésion sociale, nous avons aujourd'hui une agence de la rénovation urbaine, nous n'avons rien en matière de développement économique. Nous avons beaucoup misé sur le développement de zones franches urbaines, nous avons espéré que l'activité économique viendrait se développer assez spontanément parce que nous créerons un certain nombre de dispositifs attractifs. Force est de constater que ce n'est pas suffisant. Et ce qu'il faut inventer aujourd'hui, c'est des procédures, c'est des leviers, c'est des moyens qui vont nous permettre d'assurer le développement économique dans ces quartiers, comme partout ailleurs sur le territoire. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de propositions concrètes qu'il nous faut pousser. Première idée qui a souvent été évoquée par nombre d'associations, faire en sorte que dans chaque quartier, il y ait la possibilité de consacrer des rez-de-chaussée à des activités économiques. Faire en sorte que là où il y a souvent des mafias, là où il y a souvent des zones incontrôlées, eh bien les rez-de-chaussée puissent être un lieu d'activité économique et de vie, un élément de partage de la communauté. Donc, établir une sorte de priorité à l'activité économique au niveau des rez-de-chaussée. Deuxième élément, faire en sorte que toutes les petites entreprises dans le domaine des bâtiments et travaux publics qui se sont constitués dans les cités puissent avoir droit de participer en se réunissant ensemble à des appels d'offres concernant le développement de ces quartiers. Donc nous voyons que par ce biais de la coordination, de l'association, par des solutions originales, on peut arriver à mobiliser dans les quartiers tout simplement pour créer un espace de vie, un espace d'activité économique qui sera à la mesure des attentes des citoyens. De la même façon, en ce qui concerne l'accès aux services publics, nous voyons un immense désarroi qui existe souvent dans les quartiers en ce qui concerne l'orientation scolaire. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai qu'il y a une inégalité au sein de la société française entre ceux qui savent, quoi qu'il arrive, comment il faut s'orienter, comment il faut s'aiguiller, les choix qu'il faut faire pour les enfants de façon à permettre de leur offrir le meilleur. En matière d'orientation scolaire, en matière de service public de la petite enfance, autant d'éléments qui doivent permettre d'offrir à chacun la possibilité d'organiser sa vie et de créer plus de chances et plus de liberté. Donc la mobilisation, elle passe tout simplement par la capacité à poser des questions concrètes et à laisser entrevoir des solutions qui donnent du sens à l'engagement au sein de la cité. C'est souvent parce que entre les problèmes qu'on se pose et la résolution, le règlement de ces problèmes dans la cité qui paraît trop éloigné que l'indifférence se crée. Et c'est en créant au contraire
de la participation de chacun. Il faut que chacun ait le sentiment que sa participation puisse faire la différence. Et c'est cette participation au quotidien, cette intégration dans la vie de la cité qui sera susceptible de changer les choses. La capacité de l'État à parier davantage sur les associations, à démultiplier les moyens des associations plutôt qu'à donner d'immenses sommes à des plans banlieues qui ne donnent pas de résultats, c'est aussi un moyen de donner corps à des expériences concrètes, de parier sur des activités qui marchent, d'encourager des énergies et des efforts. C'est un élément aussi de dynamisation au sein de la cité. Vous me permettez juste de... parce que je trouve que vous n'avez pas trop répondu à ma question, parce que dans toutes vos propositions, en quoi concrètement ça va redonner envie véritablement aux jeunes? Parce que les jeunes, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire oui, c'est encore un homme politique qui nous fait de beaux discours, mais dans la vie concrète, comment ça va se passer? Vous qui allez vous faire en sorte que ces jeunes-là se disent ah bah tiens, lui il a un discours différent et je pense qu'on peut avoir confiance en lui. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable perte de confiance. La meilleure réponse, me semble-t-il, c'est de montrer à chacun qu'il a une place dans la recherche de solutions. Il n'y a pas de solution toute faite. L'une des erreurs qui a été commise, c'est l'idée qu'il y avait de grands programmes, de grandes politiques qui pouvaient d'en haut dessiner l'avenir des banlieues et des quartiers. Et que chacun, dans le fond, n'avait qu'à faire confiance. L'idée qu'il y a une démarche active à faire et que chacun s'engageant au sein d'une municipalité, au sein d'une association de quartier, au sein d'une association sportive, au sein d'une association en milieu scolaire, pouvait participer à l'évolution de la vie et qu'il y aurait des moyens pour accompagner cette vie de la cité, je pense que c'est un élément de dynamisme, c'est un élément d'intéressement de chacun à la vie de la cité. Aujourd'hui, les choses apparaissent gelées, les choses apparaissent figées. On a le sentiment que quoi qu'on fasse, c'est d'autres qui décident. Ça se décide plus loin, ça se décide en dehors de nous. Et c'est bien parce que nous aurons la possibilité de modifier le financement de la vie des quartiers. Bien sûr, les responsables publics continuent d'avoir une autorité et une capacité, que les choses seront différentes. Je prends un exemple dans un domaine qui est un grand sujet de débat au sein des quartiers, qui est la politique de sécurité. En matière de politique de sécurité, on a eu droit, dans les dernières années, à une politique dite de gauche, qui a défendu la police de proximité, et une politique dite de droite, qui a mis l'accent sur la vidéosurveillance, sur la police scientifique, et sur une police qui, dans des moments particuliers, pouvait agir face à des menaces fortes. C'est l'exemple des groupements d'intervention régionaux qui recensaient des trafics et intervenaient de façon massive sur certains délits et certains problèmes. Je crois qu'il est temps de recoller les morceaux. Une politique, c'est la somme d'expériences qui marchent et qui répondent aux attentes des citoyens. Je crois qu'on a trop longtemps, par idéologie, divisé l'approche des uns et l'approche des autres. Je pense qu'aujourd'hui, une bonne politique, c'est une politique qui sait user des instruments techniques et technologiques qui sont à notre portée. Pourquoi pas la vidéosurveillance, sans faire de la vidéosurveillance un moyen absolu de règlement des problèmes, parce que ça introduit une sorte d'œil dans les quartiers et dans la cité qui donne le sentiment qu'on est en permanence surveillé. La liberté fait partie des prérogatives de chacun, mais qui associe une connaissance de la vie quotidienne que la police de proximité, la police de tranquillité publique, c'est comme ça que je l'avais appelé, doit connaître. En mariant ces deux approches et en tirant les leçons des échecs successifs des uns et des autres, on doit pouvoir régler beaucoup plus de problèmes qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'on va recréer la confiance. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible dans certains quartiers que de constater que pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup d'enfants, les représentants de l'ordre public sont des gens qui font peur. Il faut rétablir par la connaissance, il faut rétablir par la pratique quotidienne ce respect, cette utilité publique qui fait que chacun est à sa place et chacun concourt à l'ordre de la cité. Donc c'est pas des pratiques républicaines, c'est par la mise en œuvre de moyens spécifiques que nous rétablirons cela. De la même façon, je prends l'exemple de l'école. Nous avons vu à travers des expériences formidables faites par certaines grandes écoles, d'associations de jeunes des grandes écoles avec des lycées, avec des collèges,